Bonjour Guillaume Bernard. Ah, Alors, vous êtes historien du droit, politologue, vous suivez évidemment ce que dit la droite en France depuis des années. Rappelons que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant sur le mouvement d'Extrogir qui anime la communauté politique française. Autrement dit, le fait que peu à peu, en fait, les thèmes de la droite sont en train de revenir au centre du débat. Ça a été contesté, maintenant c'est difficilement contestable. Comment la droite a-t-elle réagi à la mort de Quentin et surtout de quelle droite parle-t-on? bah, écoutez, je constate que, dans le fond, ce sont peut-être moins les supposés, amis, de Quentin ou du moins ceux qui étaient le plus proches de lui, qui, se sont, finalement le mieux comportés, tandis que ceux qui sont les plus proches, politiquement parlant, hein, finalement, eh bien, ont cherché à s'en éloigner. Je m'explique si je n'ai pas été suffisamment clair. Oui, parce que là, on a Disons l'impression que les nationalistes n'étaient pas derrière lui. Non, alors c'est pas ce que je voulais dire. Je parlais là pour le coup des forces politiques, des partis politiques. Pour dire les choses très clairement, je crois que, il y a eu un moment de sidération dans l'opinion publique, de manière générale, qui a, pour l'essentiel découvert les techniques, les méthodes, violentes, de la gauche révolutionnaire, qui découvre ce que nous naturellement, je dirais à droite, nous connaissons par cœur, je dirais les méthodes d'intimidation physique, intellectuelle et sociale qu'elle utilise. Bien, et donc, disons que ce sont ceux qui ont été sidérés par, eh bien, cette violence intrinsèque de la gauche révolutionnaire qui ont finalement été, eh bien, les plus susceptibles, de, s'insurger dans le fond, contre, je dirais l'alliance, la connivence entre LFI, et la jeune garde. Tandis que, le RN, continuant sa stratégie de dédiabolisation, n'a cessé de, dans cette affaire, de vouloir donner des gages, eh bien, au système, pour bien montrer qu'il était certes, choqué par, la mort d'un jeune homme de 23 ans, mais que, pour autant, il n'avait, aucun lien, aucune connivence, intellectuelle ou militante, avec, ce qu'il, a, appelé, les groupuscules d'ultra-droite. Et donc, voilà, je constate, que encore une fois, la stratégie de dédiabolisation conduit le RN à une forme de normalisation, à une forme, je dirais, à une stratégie qui conduit à donner sans cesse des gages, de plus en plus, importants, alors même que, cela ne conduit en aucun cas le système à vouloir abaisser le cordon sanitaire, qu'il subit. Et j'en veux pour preuve 2 choses, hein, 2 choses. Premièrement, Jordan Bardella a incité les cadres du RN à ne pas participer aux différents rassemblements, du samedi 21 février, en hommage ou en mémoire à Quentin Derenque. Et deuxièmement, il avait quelques jours auparavant déclaré explicitement que s'il devait arriver au pouvoir, il demanderait la dissolution ou il provoquerait ou la dissolution, aussi bien des groupes, dits d'ultra-gauche que des groupes d'ultra-droite. Ce qui signifie qu'il criminalise les idées supposées radicales et non pas, eh bien, le fait de Les commettre comportements. des actes violents, et de porter atteinte à l'ordre public. D'une certaine manière, il a participé, sans doute sans le vouloir, je l'entends très bien, sans doute sans le vouloir, mais il a quand même participé à tout le discours de la gauche, qui consistait à essayer de renvoyer dos à dos, les, agresseurs, et les agressés, les victimes et leurs bourreaux, hein. Et ça, si vous voulez, en Vendée, on connaît, parfaitement ce genre de processus, intellectuel, je dirais de perversion intellectuelle qui, sous prétexte d'essayer, d'établir une certaine paix, eh bien, met la tê c'est la politique de l'autruche, qui consiste donc à mettre sur un pied d'égalité, ceux qui ont tué et ceux qui ont été tués, les victimes et les bourreaux. Et donc, voilà, moi, sincèrement,
je constate que pour la première fois, il y a une vraie rupture psychologique de fond, une vraie rupture de confiance entre le RN et je dirais le cœur de son électorat. Parce que qu'il le veuille ou non, ceux qu'il qualifie d'ultra-droite, ceux qui sont qualifiés d'ultra-droite sont les quelques pourcentages, c'est vrai, ça n'est pas l'essentiel de l'électorat, mais c'est tout de même quelque chose comment dire, de central. C'est le cœur de l'électorat du RN, c'est-à-dire les 5 à 10% de Français qui ont fait l'émergence du Front National dans les années 80. Donc le RN veut se couper de ce cœur électoral et, disons-le aussi, de cette masse militante qui, pour n'être qu'occasionnelle, parce que c'est vrai que c'est une masse militante qui participe à différentes organisations, mais il n'empêche qu'il en a besoin lorsqu'il s'agit de faire une campagne électorale d'envergure. Il est prêt à se couper de cela. Jusqu'à présent, les crises internes au camp national, elles avaient été, je dirais, essentiellement manifestées par quoi? Eh bien, manifestées par comment dire, des purges individuelles, le fait de favoriser en son sein certains courants plutôt que d'autres. Bon, je dirais, c'est la vie politique. Là, c'est une défiance. C'est le fait de désigner à la vindicte, de participer comment dire, à la dénonciation faite par la gauche intellectuelle de la supposée ultra-droite qui serait fasciste. Comme si Jordan Bardella ne savait pas que de toute façon, la gauche qualifie de fascistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Je Le trouve ça fascisme, le absolument fascisme pour la déplorable. gauche commence avec l'aile droite du PS. Avec l'aile droite du PS, et je vous signale, je vous rappelle, mais vous le savez tout aussi bien que moi, et les auditeurs de Radio Courtoisie aussi, que lorsque, par exemple, au sein du Parti communiste, on voulait purger les déviationnistes, ceux qui ne suivaient pas la ligne du parti, et pour tout dire, ceux qui ne voulaient pas s'aligner exactement sur la ligne de Moscou, eh bien, eux-mêmes étaient qualifiés de fascistes. Le mur de Berlin était du point de vue de l'Est, un mur antifasciste. C'est tout à fait extravagant. Donc moi je dois reconnaître que c'est sans doute une des choses qui m'a le plus choqué dans cette affaire. Alors, cela étant dit, il est clair que l'impact hein, du meurtre de Quentin de Renques, il ne se limite pas à cela. Il y a d'autres éléments, on pourra en parler si vous voulez, mais je sais que si vous ne m'interrompez pas, je peux tenir pendant plusieurs dizaines de Non, minutes non. sans voilà. Bien sûr, Guillaume Bernard, vous écouter pendant plusieurs dizaines de minutes serait un plaisir et à chaque fois vous nous l'offrez. Mais je vais me permettre effectivement de poser une question. On a parlé de la droite nationale, on a parlé de la droite patriotique. Parlons aussi de la droite de gouvernement, du cercle de raison, de ces êtres valeureux. Je parle des républicains qui soutiennent tous les budgets socialistes dont a besoin Macron pour soutenir son Premier ministre et faire en sorte de le maintenir dans un grand délit démocratique que d'ailleurs dénonce le Rassemblement national. Que penser des réactions de Retailleau et de son camp ? Ils sont pris dans le piège de la grande coalition depuis des années, même s'ils n'y ont pas participé depuis le début, hein, depuis 2017. Il n'empêche qu'évidemment, ils l'ont peu ou prou rallié en participant au gouvernement. Et dans la mesure où ils n'ont pas accepté la rupture d'Éric Ciotti, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils sont bien obligés, d'une certaine manière, de, eh bien, suivre quand même l'opinion publique dans comment dire, dans sa condamnation de ce qu'un jeune, eh bien, soit lynché au sol par des nervis. Mais d'un autre côté, il ne faudrait effectivement pas que cet événement puisse bénéficier au camp national populiste. Et donc, l'objectif, me semble-t-il, de ces hommes politiques, c'est d'essayer d'obtenir, c'est aussi le cas du Parti socialiste, hein, d'essayer d'obtenir de cet événement, de tirer de cet événement l'occasion eh bien, d'isoler la France insoumise. Alors,
de l'isoler, certes, mais peut-être pas de manière aussi, comment dire, étanche que le Rassemblement national jusqu'à présent, mais d'isoler la France insoumise, d'essayer de libérer le camp des modérés de l'emprise électorale que LFI exerçait sur la gauche modérée, et d'essayer de reconstituer la grande coalition des modérés, parce que c'est malheureux, mais on est obligé de faire de la politique politicienne derrière cet événement tragique. C'est que, on le sait bien, les enquêtes, les unes après les autres le montrent, la victoire du Rassemblement national dans une présidentielle serait d'autant plus facile s'il était opposé au second tour à un candidat issu de la France insoumise, même s'il s'agissait de Jean-Luc Mélenchon, qui a un talent d'orateur et une certaine culture. Bon, c'est ce que comment dire, les qualités qu'on lui reconnaît. Et donc évidemment, si jamais Bardella devait être opposé à Mélenchon, il semblerait qu'il soit en capacité de l'emporter. Et bien, il n'empêche que malgré tous les gages que le RN donne au système pour essayer de se normaliser, eh bien, le cordon sanitaire à son égard est toujours en place, parce que même si le RN est devenu très édulcoré dans son programme politique, hein, en particulier, bon, il n'empêche que symboliquement, ce serait une défaite extraordinaire pour le système en place. Et donc, par conséquent, ben, c'est une aubaine, pardon de le dire de cette manière aussi cynique, hein, ça n'est pas naturellement ma position personnelle et mes sentiments personnels, mais c'est une aubaine que cette mort de Quentin, parce que ça permet d'essayer d'isoler LFI, d'essayer d'établir un supposé parallélisme entre les deux camps dits radicaux, et du coup, eh bien, d'essayer de reconstituer la grande coalition des modérés pour que ce soit un candidat issu de ce camp-là qui affronte, eh bien, le RN au second tour. Et là, eu égard au continuum idéologique et aux connivences partisanes qui existent entre ces différentes forces politiques allant de l'extrême gauche jusqu'à la droite modérée, eh bien, effectivement, réussir à l'emporter au second tour de la présidentielle. C'est-à-dire que c'est un deuxième impact extrêmement important, ou un troisième, ça dépend comment on comptabilise les choses, mais enfin, c'est un impact important de cette affaire. C'est que la grande coalition des modérés qui avait, pardon pour l'expression un peu familière, un coup dans l'aile, eu égard à la très grande impopularité d'Emmanuel Macron, eh bien cette grande coalition, elle a une occasion incroyable de renaître, d'essayer de se reconstituer, euh, pour essayer effectivement de se maintenir au pouvoir sans Macron, peut-être avec Macron d'une manière ou d'une autre à un autre poste, mais enfin en tout cas d'essayer de se reconstituer pour éviter, pour empêcher l'accession du camp national populiste eh bien, aux affaires à partir de 2027. Alors, je reçois Guillaume Bernard pour parler de la réaction de la droite et plus généralement du monde politique à la mort de Quentin. Et nous recevrons ensuite à 7h50, à 8h moins 10, Aliette Espieux, l'organisatrice de la marche justement en hommage à Quentin, pour continuer ce dialogue à trois voix. Guillaume Bernard, vous parlez du centre, donc rappelons que Macron est évidemment un fasciste aux yeux de la gauche, et qu'une partie d'ailleurs de la classe politique, Sandrine Rousseau en tête, explique que le pays est en train de basculer dans l'extrême droite, en partie à cause de l'incroyable laxisme dont Emmanuel Macron et ses ministres font preuve à l'égard des idées souverainistes, patriotes, etc. C'est leur délire, on va leur laisser, mais voilà que Macron, volens nolens, est dans le clan du fascisme réprimé par la gauche, vilipendé par la gauche, conspué par la gauche, honni par la gauche. Je préfère dire la gauche que l'extrême gauche d'ailleurs, étant donné que le PS est totalement partie prenante de ce système-là. Emmanuel Macron prétend une fois de plus s'élever au-dessus du débat et expliquer que la violence c'est mal, tout en ayant lui-même eu en permanence des paroles violentes à l'égard de la véritable droite, tout en ayant lui-même eu des paroles violentes à l'égard du populisme, et il n'a commencé à développer des paroles dures contre LFI que très récemment. Mais oui, mais bien sûr.
Mais écoutez, je vous rappelle quand même que, c'est Gabriel Attal qui, lors des législatives de 2024, donc, l'ancien premier ministre d'ailleurs il l'était peut-être encore, à On ne ce sait moment-là, plus effectivement, mais heu voilà, mais est-ce et vraiment important? il devait l'être, c'est Gabriel Attal, enfin en tout cas premier ministre d'Emmanuel Macron et chef, je dirais, de son organisation politique, qui, a effectivement appelé à faire le fameux barrage républicain. Vous savez, il y a un continuum idéologique entre les différentes familles politiques qui se positionnent sur le spectre politique à droite et à gauche. Là où il y a une véritable rupture, c'est avec ce qui est véritablement de droite. Et alors, vous savez bien, naturellement, ce que je pense, c'est que et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, ceux qui sont supposés incarner la droite authentique, philosophiquement parlant, eh bien, alors que ils ont l'occasion, alors qu'il y a un état du pays et comment dire, une opinion publique qui est d'une certaine manière déboussolée et prête à les entendre, eh bien cette droite-là, eh bien fait preuve d'incohérence doctrinale et se croit en nécessité de faire des concessions idéologiques aux adversaires pour eh bien l'emporter. Alors que toute la question, vous le savez bien, elle a été une fois résumée, je crois, par Bruno Gollnisch, qui avait dit est-ce que c'est à cause de la dédiabolisation que le RN progresse, ou est-ce que c'est en dépit de cette dédiabolisation? C'est-à-dire que les circonstances sont telles que, eh bien, de toute façon, eu égard à l'image qu'il a, eu égard au fait que il a mis depuis des décennies le doigt sur les dangers de l'immigration et de l'insécurité, de toute façon, quoi qu'il dise, le RN engrangera des voix parce qu'il apparaît, à tort ou à raison, comme étant celui qui a fait les diagnostics vitaux du pays. Donc, effectivement, il y a un continuum idéologique au sein du spectre politique et normalement, il y a une véritable rupture intellectuelle avec effectivement eh bien la droite, ce qui est véritablement la droite. Ce qui explique, on peut le regretter, mais ce qui explique très logiquement le fameux barrage républicain, même si le nom, encore une fois, est abusif. Sous-entendu, les uns défendraient la chose publique tandis que les autres ne le défendraient pas, alors que c'est justement exactement l'inverse. C'est bien la droite nationale qui, elle, a le souci de la chose publique et de la continuité historique, qui, elle, est véritablement favorable à la res publica, mais c'est ce qui explique évidemment le barrage républicain. Et pardonnez-moi de le dire, mais ce n'est pas en faisant des concessions idéologiques et en lâchant en race campagne, ne serait-ce que symboliquement, ses petits camarades, en demandant de ne pas aller au rassemblement pour Quentin du 21 février, que eh bien, le système va vous accepter. Parce qu'encore une fois, ben, symboliquement, c'est une victoire que le système ne peut pas accepter, même si le RN est idéologiquement hybride et n'incarne évidemment pas véritablement le camp national et ce qui est véritablement de droite et pas simplement à droite. Donc que Emmanuel Macron n'attaque que de manière très récente LFI, eh bien oui, il ne le fait que de manière très récente parce que, eh bien, tout simplement, là, il y a une occasion d'essayer de reconstituer la grande coalition pour essayer d'être au second tour contre le RN. Voilà, je pense, c'est uniquement de la stratégie électorale et ce n'est pas un jugement moral. Si malheureusement certains s'imaginent que tout d'un coup, il y aurait une rupture morale et idéologique entre les différentes composantes du spectre politique, eh bien, je crois qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. On est là dans de la politique politicienne.
Alors, non seulement Sandrine Rousseau, mais enfin c'est normal, explique que LFI est impeccable, non seulement Manuel Bompard explique que Raphaël Arnaud est absolument parfait et à la suite de Sandrine Rousseau, et que LFI n'a aucun reproche à se faire, ni politique ni moral, mais en plus Jérôme Guedj, qui s'était fait sortir d'une manifestation parce que juif, explique que pour lui il n'y a aucun doute. Si jamais il se retrouve à devoir choisir entre LFI et le RN, il votera LFI. Donc, ceux qui nous prédisent la chute de LFI ont l'air de faire fi, en fait, de la grande force que la gauche a réussi à établir en France, c'est-à-dire de prétendre être celle qui défend le mieux les valeurs éthérées de la République. Oui, et vous savez, si vous avez regardé, je sais que vous l'avez vraisemblablement fait, mais peut-être pas les auditeurs de Radio Courtoisie ou les spectateurs de Ligne Droite, les réseaux sociaux, les médias, eh bien, on a tous pu voir que, dans le fond, il y a une assez grande partie de l'opinion publique. Certes, elle est minoritaire parce qu'il y a quand même eu ce mouvement, d'émotion et de sidération à la suite de la mort de Quentin Dorenc. Mais il y a quand même une partie de l'opinion publique française qui, eh bien, n'a pas du tout été, émue, hein, par cet événement et prédire, ou anticiper un effondrement de la France insoumise, ça me paraît, très imprudent. Bon, il est vraisemblable que, il y ait quand même, je dirais, pour, une partie de l'électorat, notamment ceux qui sont encore au centre droit, ceux qui souhaitent, par exemple, la candidature de Bruno Retailleau. Il est vraisemblable que ces électeurs-là, s'ils avaient le choix entre LFI et le RN ou, l'alliance RN-UDR, non, ne basculeraient peut-être pas aussi facilement qu'ils ont pu le faire par le passé du côté de LFI, mais en revanche, il est clair que si la sensibilité est plutôt de gauche, si l'électorat eh bien, a une démarche très partisane, il est clair que le réflexe d'unité de la gauche fonctionnera. Donc, euh, vous voyez, je pense que les hommes politiques sont peut-être plus intelligents qu'on ne le pense, ou du moins ils ne sont peut-être pas cultivés, hein, intellectuellement, historiquement, philosophiquement parlant, mais ils savent quand même très bien défendre leurs intérêts. Et donc on se retrouve avec cette situation où on a d'un côté des gens comme François Hollande qui préconisent le cordon sanitaire vis-à-vis de LFI pour essayer de reconstituer la grande coalition, et de l'autre côté, d'autres qui jouent la carte, eh bien, du continuum. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ils seront toujours du continuum idéologique. Donc, d'une certaine manière, ils seront toujours gagnants. Bon, on peut quand même tabler sur le fait que la reprise de la progression électorale de LFI ne sera pas aussi tonitruante qu'on pouvait le craindre. Bien. Oui, je suis extrêmement prudent, d'où ma phrase un peu alambiquée, pardonnez-moi. Mais en revanche, tabler sur un effondrement de LFI, ça, je crois que c'est extrêmement imprudent. On va d'ailleurs le voir lors des municipales. Est-ce qu'il y aura tant que ça de listes LFI qui feront un mauvais score, eu égard, je dirais, aux endroits où elles se présentent? On le sait très bien, Jean-Luc Mélenchon a tenté la stratégie du mariage de la carpe et du lapin, de l'islamo-wokisme, et on verra si cela fonctionne ou pas. Moi, je ne pense pas, malheureusement, qu'il y ait beaucoup de défection dans la mesure où, oui, toute une partie de l'opinion publique française est effectivement persuadée qu'elle incarne le bien, le camp du bien, qu'elle incarne le sens de l'histoire, et qu'effectivement, je mets des guillemets naturellement, Quentin et ses amis, eh bien, étaient et sont des fascistes qui méritent d'être abattus. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Bernard pour la première partie de ce grand entretien sur les conséquences politiques de la mort de Quentin, et nous allons tout de suite recevoir Aliette Espieux qui était l'organisatrice de cette marche en hommage à Quentin.
Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il serait pas mal que vous souteniez Radio Courtoisie. Oui, il faut soutenir Radio Courtoisie, c'est l'heure où on vous le rappelle avant d'accueillir notre prochaine invité. Radio Courtoisie, ne vivant que grâce à vos dons, eh bien, nous vous remercions d'avance de bien vouloir participer à l'effort commun. Radio Courtoisie, pour soutenir, c'est sur soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Merci d'avance. Merci beaucoup et de face à face. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Bonjour Aliette Espieux. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes l'organisatrice de l'hommage à Quentin et que, selon Libération, vous êtes l'odieux visage du fascisme le plus répugnant. Voilà. Et êtes-vous heureuse de ce brevet de respectabilité décerné par un journal d'extrême gauche ? Écoutez, apparemment, voilà, c'est une vraie victoire. Avant 30 ans, j'ai eu mon article dans Street Press dans Libération. Je parle d'un article. Oula. Il y a un écho absolument admirable, ce qui fait qu'on a l'impression que vous ululiez. Donc on va peut-être demander à Franck et je vais vous poser une seconde question. La marche en hommage à Quentin s'est très bien déroulée. Il n'y a eu aucun heurt. Des milliers de personnes étaient présentes, évidemment tous ceux qui partagent les idées de Quentin, tous ceux qui partagent la foi de Quentin, tous ceux aussi de Lyon et d'ailleurs qui tout simplement se sont dit que mourir sous les bottes des nervis de la jeune garde est un sort absolument odieux et que, indépendamment des opinions des uns et des autres, il fallait manifester contre cette violence. Exactement. Elle a visiblement un problème avec son équipement. Guillaume Bernard, en attendant qu'un petit problème technique soit résolu avec Aliette Espieux, revenons sur cette marche. Vous avez vous-même, sans doute, comme moi, regardé les réseaux sociaux. On sait qu'une partie de l'équipe de Ligne droite était sur place. Qu'avez-vous pensé de la manière, d'une part, dont la marche s'est déroulée, d'autre part, de la manière dont les médias en ont rendu compte ? Écoutez, il est clair qu'en quelques jours, réussir à réunir dans le calme, dans la dignité, au moins 8 à 10 000 personnes, c'est-à-dire que les chiffres que l'on a et qui sont donnés par les services de police, me semble-t-il, c'est au moins 8 à 10 000. C'est-à-dire que si les services de police reconnaissent ce chiffre-là, c'est que vraisemblablement, c'est plus élevé. C'est un exploit. Un double exploit. Je vous signale en particulier que il est clair que ce sont des gens qui ont tous défilé à visage découvert. Parce que ce que l'opinion publique constate depuis quelques jours, c'est que la gauche révolutionnaire, qui donne des leçons de morale, elle se cache derrière des masques, derrière des foulards, derrière des bandeaux pour se dissimuler aux yeux de ceux qu'elle va agresser ou qu'elle affronte, et elle se cache derrière des pseudonymes, parce que, bon, ça n'est peut-être pas encore beaucoup dit, mais je ne suis pas sûr, par exemple, que toutes les personnes que l'on cite régulièrement dans cette affaire par leur nom patronymique, ce ne soit pas en fait des pseudonymes. C'est une bonne vieille méthode trotskiste que l'on retrouve là. Et puis, elle se dissimule, cette extrême gauche, derrière un éparpillement d'organisations qui sont liées les unes aux autres, mais de manière informelle, de telle manière qu'il y ait une dilution de la responsabilité. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez bien qu'évidemment, il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise. On sait bien que c'est une structure extrêmement souple de quelques personnes derrière Jean-Luc Mélenchon. Bien, ce qui permet évidemment... C'est important de dire ça et de revenir un tout petit peu. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise, c'est-à-dire qu'il y a une structure institutionnelle et juridique qui s'appelle la France insoumise, où il y a effectivement même pas 10 adhérents, mais à côté de ça, il y a un parti politique, la France insoumise, qui lui est riche de plusieurs dizaines de députés et évidemment de centaines de milliers d'électeurs.
Oui, et donc c'est une, si vous voulez, c'est une organisation avec un démantèlement, comment dire, une articulation de plusieurs organisations, ce qui permet de diluer la responsabilité politique et juridique. Donc, la gauche révolutionnaire, euh, je dis la gauche révolutionnaire et non pas l'extrême gauche, parce que bien sûr, elle est d'extrême gauche, mais ça n'empêche que si elle réussit à progresser, et elle l'a fait au cours du temps, eh bien, elle a occupé un espace politique bien au-delà de simplement ce qui était l'extrême gauche. La gauche révolutionnaire, c'est aussi bien les amis de Robespierre qui dominent la Convention sous la Révolution française que les léninistes qui s'emparent du pouvoir en Russie à partir de 1917. Donc cette gauche révolutionnaire, elle, comment dire, utilise des techniques d'anonymisation à son profit et en revanche de dénonciation et de ceux qu'elle qualifie de fascistes. Encore une fois, vous posiez la question à Aliette Espieux, est-ce qu'elle est honorée de la dénonciation qu'elle a subie? Je crois qu'elle peut l'être. Alors, Aliette Espieux, on va vous reposer la question d'ailleurs. Donc, cette marche a été l'occasion, évidemment, pour une partie des Français de redécouvrir votre visage, indépendamment de cette plaisanterie que j'ai faite sur l'hommage que vous rendez Libération. Comment vous avez-vous vécu cet hommage à Quentin? Alors moi, je l'ai très bien vécu. Hein. J'étais en fait très touchée parce que il y avait une foule variée. Je pense que tout le monde l'a remarqué, avec à la fois il y avait des personnes plus jeunes, plus âgées, il y avait des enfants, il y avait des personnes militantes, non militantes, des personnes qui étaient, qui n'étaient pas forcément habituées à venir marcher parce il y avait vraiment une foule extrêmement variée. Et c'est vrai que avant cet hommage, je m'étais dit, bah voilà, si ça marche et si les personnes écoutent les consignes données par la famille de Quentin, ce dont je n'en doutais pas forcément, parce que je me disais que voilà, que s'ils étaient là, c'était pour Quentin et pour sa famille. Mais je m'étais dit, mais ce serait un signal envoyé à l'Europe entière d'une cohésion et d'une unité nationale qui est absolument superbe. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'était de voir ce public extrêmement différent défiler dans les rues pour rendre hommage à Quentin et à sa famille, pour rendre hommage à ce jeune homme qui s'est fait lyncher et salir cette semaine d'une façon absolument abominable par l'ultra-gauche qui visiblement n'a aucune honte, en fait, aucune dignité. Je crois qu'on peut dire la gauche tout court. En fait, tout ce vocabulaire ultra-gauche, extrême-gauche, ultra-droite, extrême-droite, c'est le vocabulaire des politiciens qui essaient de nous expliquer qu'il y a des gens qui puent, il y a des gens qui sentent bon. Disons la gauche, parce que voilà, Sandrine Rousseau, c'est pas l'ultra-gauche. LFI a des dizaines de députés à la Chambre. L'ensemble des journalistes qui ont éprouvé le besoin de salir la mémoire de Quentin et de reprocher à Zemmour la manière dont des militants de gauche viennent semer le désordre dans ces meetings. Voilà, c'est la gauche tout court. Bien sûr, c'est la gauche tout court, vous avez totalement raison. Et puis voilà, je pense que si vous avez peut-être vu la séquence, mais moi j'étais extrêmement surprise et choquée parce que le soir de l'hommage, samedi, je me retrouve sur BFM TV en direct à devoir débattre et reprendre Monsieur Porte qui a eu l'indécence de féliciter des antifas qui en fait étaient sur le parcours pour contre-manifester. Excusez-moi du terme, mais qui nous hurlent dessus des fuck Quentin, alors qu'on parle d'un Quentin qui est mort. Hein. Quand je vois qu'il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont un siège à l'Assemblée nationale, qui sont payés par mes impôts, qui se permettent de féliciter des personnes qui ont tué un jeune homme et qui se permettent et qui félicitent sa mort, mais je me dis, mais en fait, c'est complètement lunaire, c'est complètement dingue. En fait, cet hommage a permis de distinguer une France, une vraie, un peuple français qui est méritant, qui est humain, qui est honnête, qui a des valeurs, qui est bien, d'un autre peuple qui est, excusez-moi, hein, mais qui sombre dans la crainte. Je suis désolée pour eux. Il ne sombre pas dans la... Pardonnez-moi, je vous reprends. C'est gentil de dire qu'ils sombrent dans la crainte. En fait, ils baignent dans la haine et ils en sont arrivés à un point où ils se félicitent que quelqu'un soit mort sous leur coup et où ils expliquent qu'il est absolument odieux qu'on veuille rendre hommage à un militant nationaliste catholique qui s'est fait effectivement défoncer le crâne par les bottes des gauchistes. C'est stupéfiant. Et ils le disent au nom de la crainte qu'ils ont de l'extrême droite, et l'extrême droite, selon eux, en fait, la France nationale, la France patriote, la France est émue de voir qu'un de ses enfants est mort
sur un trottoir mal défendu, et en train de défiler sans que personne ne soit attaqué. C'est-à-dire, on nous a expliqué, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a marché main dans la main avec la Jeune Garde depuis des années pour ficher la droite nationale, faire en sorte que la droite nationale soit persécutée, attaquée par la Jeune Garde, nous explique que c'est horrible et Lyon va être un bain de sang. Et résultat, ces gens-là débarquent, évidemment, sans que rien ne se passe. Et au lieu de se féliciter du fait qu'il n'y ait aucun heurt, pas du tout. La gauche explique qu'il est bien normal qu'on insulte ceux qui défilent, et donc qu'on insulte en fait la mémoire d'un mort et celle de sa famille. Bien sûr, je vais même aller plus loin, c'est que si vous voulez, il y a eu certaines personnes qui se sont réjouies du fait qu'il y ait une interpellation, en disant que c'est forcément quelqu'un d'ultra-droite, un méchant, etc. La personne qui a été interpellée est une personne âgée. D'accord? Donc c'était pas du tout le profil, tant désiré, tant attendu de la part, des médias qui ont vu cette personne se faire interpeller. Elle s'est fait interpeller puisque je ne sais pas pourquoi ce monsieur avait un marteau sur lui, c'était une personne qui n'était pas en mesure, si vous voulez, de commettre des dégradations, des délits. C'est absolument pas le cas. Donc si vous voulez, on était vraiment loin de tout ça. Je vais forcément faire une comparaison avec la mort d'un jeune homme qui s'était fait, voilà, alors au cours d'une interpellation, qui était mort, à cause d'une interpellation par la police. Je me rappelle de la ville de Lyon, baignée dans le feu et dans le sang, avec des voitures brûlées à tout va. La mort de Naël, je pense qu'elle a traumatisé l'intégralité des Lyonnais et des Français de façon générale, puisqu'il y a eu des voitures brûlées, des commerces pillés, fracassés dans l'intégralité de la ville de Lyon. Là, cette semaine, ça me faisait doucement rire parce que j'entendais des commerces qui disaient, voilà, je vais barricader les commerces, etc. Je me suis dit, mais en fait, ce ne sera pas la même population qui défilera dans les rues de Lyon. Ils ne défileront pas, ils rendront un hommage. Et nous, quand on rend un hommage à nos morts, c'est un hommage du type du 11 novembre. On vient paisiblement se recueillir à l'endroit où la personne est morte ou à l'endroit où il y a on va dire un mémorial pour se recueillir. Il y avait des personnes qui venaient s'agenouiller devant l'endroit où Quentin s'est pris des coups. Il y avait des personnes qui priaient, il y avait des personnes qui chantaient, il y avait des personnes qui applaudissaient. Il n'y a rien eu de ce que les médias de gauche annonçaient. Et en fait, pour moi, si vous voulez, c'est plus qu'une parole, excusez-moi du terme, mais c'est une claque magistrale qu'ils se sont pris dans la figure parce que tout ce qu'ils annonçaient, tout ce qu'ils prédisaient, eh bien, s'est effondré en miettes. Alors, et il faut souligner aussi que les antifas lyonnais, donc une fois de plus, que la mairie accepte, que la mairie vénère, que la mairie chérit, avait diffusé un tract qui était absolument alarmiste et catastrophiste, en expliquant à quel point sur le parcours présumé de cette marche, il allait y avoir des accidents, et en incitant tous les racisés, j'emploie leurs propres termes parce que ces gens-là sont racistes et en sont fiers, devaient évidemment craindre la chose et fuir. Et en même temps, comme d'habitude avec l'extrême gauche, on sentait qu'il y avait en dessous une autre intention qui était en fait évidemment de provoquer les banlieues lyonnaises, de leur demander de venir à Lyon, de venir s'opposer bien sûr à cette déferlante de nervis nationalistes prêts à ratonner à tout va. Et donc c'est eux qui, avant la manifestation, ont commencé à agiter les esprits dans l'espoir en fait de l'incident qui aurait permis de légitimer leur prétendue crainte. Et dans l'espoir également, hein, puisqu'il le disait haut et fort à la sortie des métros quand il tractait, dans l'espoir également de faire interdire cet hommage. Bon, ça n'a pas marché, hein, puisque je travaillais encore une fois bien main dans la main avec la préfecture. Et je pense que voilà, le travail ce travail a permis que cet hommage ait bien lieu dans le calme demandé et souhaité. Il y a eu effectivement des contre-manifestants qui étaient présents. Ils sont quand même venus avec voilà, c'est ce que je vous ai dit, ils avaient une tenue et des propos qui, moi, m'ont profondément choquée et qui ont profondément choqué beaucoup de personnes. La seule violence qui a pu avoir lieu sur le parcours, si vous voulez, c'était ces types-là qui avaient se sont mis à nous balancer des bouteilles d'eau à la figure, qui se sont mis à nous balancer des œufs dans la figure. Face à cela, il n'y a eu pas un geste, pas une personne qui ne s'est permise de mettre une paire de claques aux personnes qui nous balançaient des projectiles dans la figure. Il n'y a pas eu une personne qui a repoussé fortement ces personnes-là. La seule chose que nous avons fait à ce moment-là,
c'est que c'est le service d'ordre a contacté la police pour qu'elle intervienne de suite pour repousser les contre-manifestants qui se permettaient de faire cela. Enfin, si vous voulez, dans aucun cortège, ça n'aurait pu être possible, dans aucun cortège de la gauche, ça n'aurait pu être possible. Vous vous approchez d'un cortège de gauche, ils vous prennent pour une journaliste de droite, parce que moi, ils m'ont déjà pris pour une journaliste de droite alors que j'allais rentrer chez moi et que j'étais obligée de traverser. Pardonnez-moi, j'ai cru que j'allais ne jamais rentrer chez moi, en fait, parce que vous vous retrouvez encerclés, on vous demande si vous faites partie du média Frontière ou de je ne sais quels autres médias, on va dire, de droite. Radio Vous nous Courtoisie, par exemple. Comment? Oui, ou Radio Courtoisie ou Ligne droite. Enfin voilà, on vous prend pour une espèce de. Enfin, vous êtes une fasciste en fait dans leurs yeux. Vous êtes une nazie à partir du moment où vous n'êtes pas dans leur bord politique ou que vous ne correspondez pas à ce que eux souhaitent. Vous êtes une tête à abattre. Ça, c'est un point très important à retenir. Et Quentin, du coup, était pour eux une tête à abattre parce que Quentin ne correspondait pas à leur logiciel. Et c'est quelque chose qui est marquant, c'est que du coup, à partir de ce moment-là, rien ne les arrête. C'est-à-dire que la mort de Quentin ne leur suffit pas. Ils sont assoiffés, ils veulent continuer, rien ne les arrête. Ils ont atteint dans tous les cas un certain niveau. Ils étaient allés à l'Assemblée nationale, etc. Et jusqu'à présent, la jeune garde, voilà, on sentait que la jeune garde à Lyon, ils essayaient quand même de faire attention pour ne pas porter préjudice à Raphaël Arnaud. Ils le disaient, ils le reconnaissaient. Enfin, voilà, c'était quelque chose qu'on voyait. Il y avait un climat de tension parce ils sont deux groupes hein, à Lyon. Il y a ce qu'on appelle la GAL, donc le groupe antifasciste Lyon et environ, et la Jeune Garde. On sentait qu'il y avait un climat de tension qui faisait que, du fait de l'arrivée et de l'accession à l'Assemblée nationale, il fallait quand même faire attention. Mais là, à partir du moment où, dans tous les cas, c'est fichu, parce qu'en fait, la Jeune Garde a dévoilé son vrai visage et que le monde entier a été horrifié par ce qu'ils ont fait, ils ont atteint un tel niveau que plus rien ne les stoppe. Vous vous rappelez bien, le lendemain de la mort de Quentin, le surlendemain, pardon, le jour où Quentin est mort, excusez-moi, il y avait des journalistes présents dans la rue où Quentin s'est pris des coups, ces journalistes se sont pris des mortiers. Ils ont été attaqués au mortier et ces journalistes étaient en train d'interviewer les amis de Quentin. Enfin, TF1 s'est fait, même TF1, hein, c'était pas parce que c'était Vincent Lapierre qui était menacé. TF1 était présent, ils se sont tous pris des tirs de mortier. Et Quelques jours d'ailleurs, plus tard, TF1 en a rendu compte d'une manière totalement mensongère. C'était absolument fascinant. oui, non, non, mais voilà, mais oui, mais parce que, enfin, si vous voulez, ils aiment bien enfin, voilà, ils aiment bien être victimes, ils aiment bien, voilà, bon, je reviendrai pas là-dessus parce que, bon, vous les connaissez, vous connaissez leur manière. Aliette Espieux, pardonnez-moi de vous interrompre. Vous avez dit que vous travailliez main dans la main avec la préfecture. Alors, donc évidemment, Grégory Doucet avait commencé à gémir qu'il fallait que sa ville soit épargnée. Laurent Nunez, dont on connaît l'amour qu'il a pour les militants patriotes, on attendait sa décision. Comment, justement, la préfecture vous a-t-elle demandé de collaborer avec elle? Comment la préfecture a-t-elle admis que cette marche serait sans souci? Bah, écoutez, il y a eu deux choses, c'est-à-dire que j'ai été invitée à une réunion à la préfecture pour préparer et pour surtout échanger au sujet de cet hommage, puisque voilà, il n'avait pas été encore décidé. À ce moment-là, ils m'ont transmis leurs conditions. Je crois qu'il y a un point qui les a quand même rassurés, c'est que ils ont l'habitude quand même des manifestations que j'organise, parce qu'en parallèle de cela, je co-organise pardon, une manifestation par an à Lyon, à savoir la marche Non, pour non. la ville lyonnaise. Ils connaissent voilà, notre manière de faire. Ils savent qu'il n'y a jamais eu de débordement et pourtant, tu sais que nous sommes pratiquement attaqués tous les ans par toujours le même groupe, hein. Mais avec ça, il n'y a jamais eu d'affrontement, jamais eu de débordement, jamais eu enfin, voilà, de problèmes à déplorer à la suite de ces organisations. Et donc, ils savent, si vous voulez, que ce n'est pas dans mes manières ni dans mes, enfin voilà, dans mes habitudes de provoquer ce genre de choses. Donc ils savaient que la volonté que j'aurais, ce serait de respecter les consignes des parents de Quentin. Ils savent que voilà, que je ne suis pas une personne qui n'en a rien à faire des règles. J'ai un minimum enfin j'organise des manifestations peut-être, mais voilà, je respecte quand même un minimum. Je pense avoir une éducation et ils le savent et je pense que c'est ce qui fait que on a pu avoir ce travail ensemble. J'ai pris en compte l'intégralité des demandes de la préfecture. La préfecture m'avait enfin voilà, donné pas mal de lignes à respecter, notamment par exemple au niveau des discours, des prises de parole, etc. Ça a été respecté. J'ai suivi l'intégralité de leurs consignes et ce qui fait qu'aujourd'hui, cet hommage a pu avoir lieu et je crois que leur confiance n'a pas été trahie.
Merci Aliette Espieux. Guillaume Bernard, donc on vient d'entendre le témoignage de celle qui a organisé cette manifestation. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'elle a dit? Eh bien qu'à l'évidence, si la droite est dénoncée comme étant, fasciste, ça n'est qu'un instrument, stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle serait fasciste que la droite est attaquée, c'est, à l'inverse, parce que, on veut l'attaquer, on veut la disqualifier, qu'on la qualifie de fasciste. À l'évidence, évidemment, il n'y a pas les mêmes méthodes entre des gens qui sont intrinsèquement de droite et des gens qui sont intrinsèquement de gauche. Heu, Lorsqu'ils veulent exprimer dans la rue leurs idées. Un homme de droite ou une femme de droite, eh bien, elle cherche à être, présente dans l'espace public pour témoigner, de ce qu'elle est, de ce qu'elle pense, c'est, d'une certaine manière par l'exemple qu'elle veut, eh bien, entraîner derrière elle les autres personnes. L'homme de gauche, l'idéologue de gauche est intrinsèquement violent parce que ce qu'il veut, c'est la révolution. Il veut, la violence dans le fond c'est un moyen, mais c'est aussi une fin en soi. Parce que l'objectif d'un homme de gauche, c'est de, mettre en place un chaos civilisationnel duquel serait supposée naître la société idéale qu'il espère. Alors ce chaos civilisationnel, on va l'obtenir par, eh bien, la mondialisation, par, le la comment dire? La déstructuration de l'identité du corps social, par, la lutte, je dirais, des différentes composantes, y compris, pourquoi pas, eh bien, le fait d'essayer de, semer la zizanie et d'éliminer, physiquement, ses adversaires. Je pardonnez-moi de revenir à ce que d'aucuns pourraient considérer être, mes obsessions, mais tout de même, la loi des suspects, septembre 1793, ça devrait quand même permettre à un certain nombre d'hommes politiques, dont par exemple Monsieur Bardella, de comprendre que, eh bien, ceux qui sont dénoncés comme fascistes, eh bien, ne le sont pas forcément et que c'est un instrument pour essayer de décrédibiliser. C'est exactement les mêmes méthodes. Et quant aux méthodes de violence, c'est celles que l'on retrouve, eh bien, avec les colonnes infernales en Vendée. Mais je voudrais aussi rappeler quand même aux auditeurs et aux téléspectateurs que, eh bien, la ville de Lyon a été également martyr et que Collot d'Herbois et le fameux Joseph Fouché, c'est-à-dire le futur ministre de l'Intérieur de Bonaparte, eh bien, ont martyrisé la ville de Lyon avec à peu près les mêmes méthodes que celles que Carrier a pu utiliser à Nantes ou que Turreau a utilisé en Vendée militaire. Donc en fait, voilà, ce que Alette Espieux vient de témoigner, c'est qu'il y a anthropologiquement parlant, au-delà même, je dirais, des idéologies, une véritable rupture, une véritable opposition entre la gauche et la droite et que c'est vraiment un clivage fondamental. C'est un clivage fondamental. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, d'avoir fait le point sur ce que les différentes droites peuvent penser de cette mort de Quentin et d'avoir rappelé quel est un enjeu politique et de politique politicienne qui va être mobilisé par tous les camps. Y compris le camp macronien qui prétend être au-dessus de la mêlée et évidemment la gauche qui n'a que des plumes à perdre dans cette histoire. Merci beaucoup Aliette Espieux de ce que vous avez fait pour Quentin et d'avoir témoigné de la manière dont évidemment la vraie droite n'a à se reprocher aucun des méfaits dont la gauche l'accable en permanence. Merci et à très bientôt sur Ligne Droite.